Hop et bah, salut Pierre, comment vas-tu? Salut Ulrich, ça va et toi? Ouais, très bien, ouais. Écoutez, là, on est live pour, cet épisode. Je suis très content de t'avoir avec moi Pierre, parce que ce soir, on va parler de quelque chose qui intéresse beaucoup les personnes qui suivent le milieu bitcoin, qui suivent, la crypto en général. C'est, la nouvelle directive européenne qui est passée, au 1er janvier de cette année, DAC 8, et on va plonger un peu dans ce sujet-là parce que c'est extrêmement dense et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, déjà avant qu'on se lance dans le sujet, je vais te laisser toi, un petit moment pour te présenter parce qu'on a déjà nous fait quelques petites choses ensemble. On s'est déjà vu, IRL, à l'événement The Bitcoin Wealth Summit à Bordeaux qui était organisé par Louis-Alexandre de Froissart. Donc on se connaît, rapidement, toi et moi, mais c'est pas le cas forcément de tout le monde, hein. Donc je vais te laisser quelques minutes pour te présenter, pour nous dire qui tu es et quelle est ton expertise sur le sujet justement. Très bien, bah, merci Ulrich pour l'invitation. Je m'appelle Pierre Fini, je suis, chercheur en droit. J'étais en thèse, jusqu'à peu, mais je pense que je vais, mettre ça de côté pour me consacrer en fait, pleinement à ma recherche, donc à l'écriture d'articles juridiques sur les cryptos en fiscalité ou en droit civil, en réglementation. À côté, je fais pas mal d'enseignements, j'ai été longtemps, chargé de TD, donc je le suis encore quand je peux, à l'université. Et je fais de l'enseignement privé, en droit fiscal. Donc en fait, je suis un juriste, pur jus. Je suis juriste avant de m'être intéressé, à la crypto, et j'ai découvert vraiment, la crypto grâce au droit il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, et je me suis intéressé, par ricochet à l'économie en fait. J'ai un peu fait le périple que tous les apprentis bitcoiners, font, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Il y a de l'économie, donc il y a de la philosophie, il y a de l'histoire et de la politique, et on tombe un peu dans ce trou, mais toujours en le complétant avec le droit. Donc j'ai acquis des connaissances assez complètes, grâce, aux travaux des uns et des autres, en partie grâce à tes travaux, sur le sujet, puisque tes articles de vulgarisation sont, extrêmement clairs et utiles, sur le sujet, que ce soit sur Bitcoin ou sur les Autrichiens, qui est un point commun qu'on partage. Mmh. Donc Ouais, totalement. Moi, je sais que j'ai souvenir de discussions avec toi, je sais plus si c'était, on avait fait un podcast de 2 heures sur je crois que c'était Bitcoin et libéralisme. ouais, totalement, ouais. Moi, j'ai le souvenir d'une discussion qui était vraiment, très, très riche et très, très sympa avec justement un bon répondant. Donc, c'était ouais, toi, tu étais, ça sentait que tu connaissais bien Hayek, tu connaissais bien l'économie autrichienne et tu avais les bonnes rêves, tu connaissais bien la théorie autrichienne. Donc ça, c'était vraiment appréciable et c'était un très bon épisode de podcast. Donc ouais, ça, c'était un très bel échange. Donc peut-être qu'on parlera un peu d'économie autrichienne pendant le GD ce soir, on verra, mais c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est un autre sujet, c'est la nouvelle directive européenne DAC 8 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2026, qui est, une directive européenne qui est très particulière parce qu'elle a pass enfin comment dire? Elle a fait beaucoup parler dans le milieu, bitcoin, crypto en Ah général bah, parce que voilà, c'était en fait tout simplement le flicage financier, hein, sur absolument toutes les transactions. Bon, de toute façon, moi je suis loin d'être un expert sur cette directive. J'ai un peu regardé, je t'avais écouté d'ailleurs à Bordeaux quand tu avais fait ta ouais, présentation sur le sujet. c'était, Mais, mais là vraiment moi je vais te laisser la parole, je vais te laisser tout simplement nous raconter, nous refaire un peu l'historique des directives DAC au niveau européen. Qu'est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles obligent? Et justement nous parler de la dernière directive en date, hein, qui est DAC 8, hein. ouais, bah, en fait, les DAX, c'est relativement récent, hein. Ça remonte au début des années 2010. L'objectif, en fait, c'était, d'harmoniser, en fait, les obligations déclaratives de professionnels particuliers qui sont les teneurs de comptes financiers, les teneurs de comptes bancaires, pour, en fait, résoudre un problème qui se pose à l'État. C'est ça qu'on parlait des Autrichiens, parce que l'État est là, il faut bien comprendre que tout vient de l'État ou de ce groupement d'États qu'est l'Union européenne, qui veulent en fait préserver leur pouvoir fiscal. C'est qu'on est dans un système français et dans la plupart des États qui est déclaratif. C'est-à-dire, l'impôt est établi, ou la plupart des impôts, dont l'impôt sur les cryptos, est établi sur une base déclarative. Donc c'est moi, c'est toi qui déclarons spontanément nos opérations imposables. Le problème de ça, c'est que l'État nous fait confiance, mais jusqu'à un certain point.
et on en est arrivé aujourd'hui à un point où l'État, en fait, est passé de la confiance à la méfiance en introduisant, bah, des tiers de confiance. Les banques, les établissements financiers, les PSCA, donc prestataires de services sur, cryptoactifs, qui jouent en fait ce rôle de déclarant, heu, comment dire? Intermédiaire entre nous, qui devons toujours déclarer, hein. D'acquit, c'est pas parce qu'il y a d'acquit qu'on doit plus déclarer, on doit toujours tout déclarer. Mais il y a ces prestataires de services sur crypto qui, eux aussi, vont devoir déclarer, un nombre d'opérations sur cryptoactifs relativement important, et ça va vraiment pallier le problème, de la sous-déclaration. Parce qu'il est vrai qu'actuellement en France, il y a un phénomène de sous-déclaration des transactions crypto par opportunisme et aussi, ne cachons pas, parce que le système est impraticable pour les gens normaux qui se disent en fait, ça me coûterait plus de temps à calculer, que ce que je devrais payer, donc ça sert à rien de déclarer. Mais pour l'État, il y a ce côté en fait, une volonté de voir la matière imposable. Que suffit pas en fait d'avoir le droit et d'avoir les agents, faut être capable de voir la matière imposable et tu as ce côté les outils juridiques que sont des DAC, c'est vraiment, heu, une manière de connaître la matière imposable et on peut revenir à Hayek et la notion d'information et même avec le marché privé. C'est-à-dire qu'on est dans une ère de capitalisme cognitif où en fait, c'est la connaissance qui est finalement le point de départ de la valeur et pour le marché, bah, il y a le prix et il y a les données personnelles et pour l'État, il y a les données sur la matière imposable et plus tu maîtrises ces données, plus tu en as un grand nombre et plus tu es capable de les traiter, plus tu vas pouvoir en fait collecter, bah, collecter l'impôt. Donc pour moi, les DAC, c'est vraiment une volonté de préserver et d'augmenter les recettes, de l'État dans un contexte budgétaire, relativement dégradé. Depuis, depuis 15-20 ans, on en est arrivé à l'état où on est aujourd'hui et bah, c'est un peu une fuite en avant. C'est-à-dire, loin de vouloir réduire les impôts, on va tout faire pour être en mesure d'en collecter le plus possible. On va en créer des nouveaux et on va optimiser en fait les impôts qui sont existants. Donc tous les impôts sur les flux financiers, bancaires, les titres et les cryptos, on en arrive en fait à ce panoptique qui est, avec le droit, on va essayer de, comment dire? De tout en savoir le plus possible pour que plus rien ne nous échappe. L'étape d'après étant l'impôt qui serait autocollecté, sur, blockchain. J'ai une collègue qui a fait un truc là-dessus de 40-50-60 pages sur l'idée finalement d'un impôt qui serait codé, de l'État qui coderait l'impôt en fait, sur une ou plusieurs blockchains. En gros, tu ne pourrais plus échapper l'idée, c'est que tu ne pourrais plus échapper à l'impôt parce que l'impôt et la transaction ne feraient plus qu'un. En fait, l'État serait dans le code et donc tu as ce côté un peu, en fait, le code devait nous libérer de l'État et est-ce que l'État, en fait, ne rentrerait pas dans le code pour fusionner avec lui et supprimer l'espace de liberté qu'est le code? Il y a ce côté, dans les étapes d'Aqui pour moi, Daqui, c'est une étape dans un processus. Ouais, c'est super intéressant tout ce que tu dis. Alors déjà, ouais, je ne peux qu'être d'accord avec toi concernant tout ce qui est en lien avec la maîtrise de l'information. L'information, c'est le pouvoir. En effet, Hayek l'avait bien compris. L'information régit le marché et l'information, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour l'État parce que l'information, c'est ce qui va garantir à l'État, alors déjà sa survie et aussi la lisibilité sur sa population. Donc ça, d'ailleurs, historiquement, ça se vérifie, hein. Tu peux lire d'ailleurs l'État de cette manière-là, l'évolution de l'État et se fait toujours en parallèle avec une croissance ou en tout cas une augmentation de sa lisibilité sur sa propre population. Donc que ce soit, bien lire les individus qui vivent sur ton territoire et aussi avoir une bonne lisibilité de ce que possèdent les individus qui sont sur ton territoire pour ensuite pouvoir, en effet, mieux prélever l'impôt parce que l'État survit grâce à l'impôt, donc il a tout intérêt à faire ça et là, du coup, tu arrives exactement enfin, c'est toujours en fait tu es toujours en fait dans la même logique, c'est que on va essayer le plus possible de voir, en effet, comme tu dis, les contenus qui sont imposables pour vérifier justement ce que possède un tel ou un tel, voir s'il fraude ou non et même si tu as pas encore la dimension d'aller directement collecter l'impôt, sur la personne, bah, tu as quand même cette notion de voir en fait ce que la personne a et ce que la personne, enfin, déclare par rapport à ce qu'elle a et voir si elle est ou non
comment dire, c'est fraude ou pas, quoi. Donc c'est assez intéressant quand même d'avoir cette lisibilité de l'État qui va en augmentant aussi avec cet État qui, comme tu l'as dit, est dans une situation qui est quand même de plus en plus précaire d'un point de vue fiscal. Parce que voilà, il a toujours des revenus qui augmentent, mais il a toujours aussi, il est dans une situation qui assez particulière aussi, quoi. Ouais, mais c'est un peu, je suis, totalement d'accord sur le fait que plus l'État nous connaît, bah, plus il est puissant. Heu, il y a enfin, je te suis totalement là-dessus. Mais, il y a aussi j'ai aussi cette crainte de, finalement dans le monde d'avant, tu avais dire que c'est un droit, c'est un peu fort, mais tu avais cette liberté de mentir à l'État et c'était une manière finalement une forme de liberté de pouvoir dire non, de de pouvoir te cacher, et en fait Alors même pas, mais je te coupe juste, mais en fait, c'est même pas une liberté de mentir, c'est aussi une liberté d'omettre l'information et toi, il y a une certaine nuance parce que c'est quand tu mens, tu sais que tu mens, quand tu omets l'information, bah, est-ce que c'est mentir, toi? Enfin, voilà, je suis pas sûr. mais tu avais cette faculté de garder des choses à l'insu de l'État, quitte à encourir les voilà, les amendes fiscales, le voire pénal, voire les peines pénales. Maintenant, tout ça est externalisé, sur la tête de prestataires qui, eux, en fait, ont un intérêt économique puisque pour pouvoir opérer et pour pas être sanctionnés, bah, ils doivent se plier aux obligations, fiscales déclaratives qui sont celles de l'ACUIT et eux, pour le coup, ce sera froid, ils calculent, ils déclareront tout, il y aura aucun problème. Mais du coup, ces informations que tu étais auparavant libre de cacher et tu pouvais vouloir les cacher d'ailleurs, non pas pour des motifs en fait, d'évasion fiscale, simplement parce que tu estimais qu'elles te mettaient en danger et en fait, l'actualité l'a révélé plus d'une fois que, des fuites fiscales ont conduit à des tentatives ou des enlèvements, des actes de torture, des séquestrations, des violences. Parfois, peut-être pas en France, mais ailleurs, des meurtres, des assassinats de gens qui avaient des cryptos et ces informations, en fait, elles ont de la valeur on l'a dit, elles ont de la valeur pour l'État, mais elles ont aussi de la valeur pour les criminels et tu as ce côté, bah, en fait, l'État les prestataires déclarent à l'État et les criminels n'ont plus qu'à aller se servir, en fait, gratuitement, bien sûr, puisque eux ne payent pas l'information, dans ces bases de données. Quoique, ils les payent, en fait, quand ils payent, sur le dark web, bah, en fait, l'accès à ces bases. Mais maintenant, tu n'es plus vraiment libre. Tout ce qui passe par les PSCA, maintenant, en fait, avoir des cryptos et opérer là-dessus, c'est plus ou moins accepter tacitement, bah, le risque de, que l'information remontera et qu'elle fuitera. Mmh. Tu as ce côté de perte de liberté, puisque tu n'es plus libre de choisir si tu te plies ou non à la loi, et en fait, finalement, ça a toujours été une liberté humaine de, choisir de se plier ou non à la loi. Elle n'était pas, auto-exécutoire, il y avait finalement cet acte de libre arbitre, hein. La loi, c'est un ordre qui t'est fait personnellement, mais tu peux ne pas la respecter et il y a ce côté, heu, de données personnelles, de liberté et de données personnelles sur lesquelles tu perds le contrôle. Tu Par exemple, si on reprend la DAC8 depuis le 1er janvier 2026, alors qu'est-ce que ça implique directement pour justement les prestataires de services, cryptoactifs et qu'est-ce que ça va impliquer aussi, bah, pour les personnes qui vont acheter? En fait, concrètement, comment ça se matérialise, si tu achètes, directement sur des échanges ou Alors, pour les prestataires, en fait, à compter du 1er janvier 2026, la loi, est en train de transposition entre en vigueur. C'est applicable. Théoriquement, dès le 1er janvier 2026, ils doivent être opérationnels et en fait, être capables de traiter toutes les transactions que Dacquit leur dit, qu'ils doivent traiter et déclarer. Donc être capable de classer, en fait, les entrées, les achats, les ventes, les swaps, le staking, le prêt, la collatéralisation. En fait, quand tu regardes la cuite qui vient de l'OCDE, en fait, ça vient d'un modèle OCDE. Les travaux montrent qu'ils ont une connaissance assez fine de toutes les opérations que tu peux faire sur crypto et ils veulent que les prestataires, en fait, fournissent aux États, des modèles assez fins. Donc, que finalement, ils fassent remonter le fait que tu as acheté tant de bitcoin, que tu as vendu tant de bitcoin, que tu as swappé tant de bitcoin, que tu as envoyé tant de bitcoin on-chain, que tu as prêté tant de bitcoin. Bon, peut-être il y a pas de stacking, mais par exemple sur Ether, que tu as fait tant d'opérations de stacking et il y a plein d'impôts qui peuvent être intéressants là-dessus, puisque compte tenu du stacking, bah, théoriquement, tu peux être imposable au BNC.
Mais pour ça, il faut que l'État sache que tu fais du stacking. Actuellement, il y avait rien qui remontait. Si tu ne déclarais pas que tu faisais du stacking, ils pouvaient pas savoir. Maintenant avec Dacquit, ils pourront savoir que tu fais du prêt, que tu fais du stacking, que tu collatéralises mais depuis tes prestataires. Il y a ce côté, Mmh. la limite, c'est que les opérations que tu accomplis personnellement depuis un wallet que tu contrôles, ça va pas être déclaré. En gros, les PSCA doivent déclarer les transactions, les échanges et les transactions. À partir du moment où ils ont déclaré le fait que tu as envoyé sur un wallet, ils doivent pas déclarer les transactions qui sont faites sur ce wallet. Donc, ils surveillent en fait, ils surveillent pas tout. Il y a ce côté, ce que tu fais on-chain, c'est pas encore déclaré par quelqu'un. Ah ouais. Après ce qui est normal parce qu'ils pourraient pas attends, parce que si je suis bien, donc en fait, tu achètes sur un échange, est-ce que tu as une limite de montant? Est-ce que sous un certain montant, Non, c'est au pour tout ce qui est, achat de pour tous les en fait, pour tout, il y a pas de limite de montant. En revanche, il y a une limite de montant pour les paiements que tu ferais directement depuis un PSCA. Par exemple, quand tu achètes quelque chose et que le PSCA paye pour toi, en fait, ou est l'intermédiaire de ce paiement, il y a un montant de, 50 000 € je crois actuellement. Mais en fait, c'est pas du tout, pour le commun des mortels, puisque les achats, les ventes, les swaps, heu, personne à ma connaissance vraiment ne paye pas l'intermédiaire de son prestataire de service et la limite elle est très élevée, mais c'est pas une limite qui exonère toute déclaration. Simplement, c'est la déclaration en tant que, mouvement sur cryptoactif qui est prise en compte. Donc pour les gens ordinaires comme toi et moi, a priori, tous nos mouvements, que ce soit les achats, les entrées, les sorties, on-chain, voire les rentrées depuis une blockchain sur ton PSCA, tout ça sera, déclaré. Donc si tu reviens, je sais pas, de je sais pas quelle blockchain sur ton PSCA, ce sera, déclaré. OK. Peu importe le montant. Peu importe le mo ils déclarent sur base agrégée. Bon, non, mais ils peuvent déclarer des montants minimes, mais en fait, ils agrégeront toutes tes rentrées depuis une blockchain sur ton exchange et ce sera déclaré. Donc en fait, le fisc saura que tu as acheté, en valeur totale tant de bitcoin, saura que tu as fait revenir tant de bitcoin depuis, telle ou telle, adresse et c'est pareil pour tous les cryptos. Et donc le niveau de détail, c'est ils savent du coup combien tu achètes. Alors si on est sur le bitcoin, ils savent combien tu achètes de bitcoin Ouais, à tel moment en donné ou valeur RTL. forcément OK, donc à tel prix de marché. OK et du coup, en effet, quand tu fais ensuite la vente, ils savent, du coup, à quel prix de marché tu vends et intéressant ça. Bah, là, ce qui remonte, c'est en base agrégée, c'est-à-dire, les prestataires de services, eux, connaissent les transactions individuelles et il faut remonter une information qui est qualifiée. Parce qu'en gros, s'ils faisaient juste remonter tout et vraiment, ils faisaient remonter, je sais pas, 5 000 transactions sur bitcoin, ce serait pas forcément lisible. L'intérêt de Dacquit, c'est du travail pré-mâché. C'est qu'en gros, les prestataires s'occupent de tout, concentrer et de tout traiter et toi, le fisc, toi qui es le fisc, tu reçois des bases agrégées qui te permettent de savoir immédiatement, si oui ou non, il y a un intérêt d'aller plus loin et de lancer une procédure de rectification. Et ça, c'est vraiment en fait, c'est que Dacquit, c'est pas juste l'information brute. C'est une information nette en quelque sorte, qui permet au fisc de la mobiliser immédiatement et après lui de faire ses propres calculs et de les échanger avec les autres. Parce qu'il y a l'autre côté d'Acquit, c'est que c'est pas juste un rapport, vertical des prestataires au fisc, c'est un rapport qui est horizontal entre les États membres. Dacquit, c'est dans l'Union européenne, mais avec le modèle CARF qui est le modèle mondial de l'OCDE, il y a une volonté en fait que tous les États qui sont intégrés à ce modèle échangent entre eux, d'abord sur demande et ensuite automatiquement les informations donc même si toi, ton prestataire il est, en Allemagne, bah, le fisc allemand sera le destinataire de l'information et le transmettra à la France qui est ton état de résidence fiscale. Donc, au sein de l'Union européenne, il y aura le forum shopping du prestataire finalement a vocation, et même hors dehors de l'Union européenne, choisir son prestataire selon son implantation, juridique, ça deviendra assez limité puisque, si c'est un État coopératif, heu, au final l'info, remontera et surtout,
petite cerise sur le gâteau, c'est dans un petit considérant de DAC8. C'est pas dans les normes, hein, c'est dans les considérants, donc dans les motifs où, l'Union européenne dit les raisons pour lesquelles, DAC8 est passé. Il y a un considérant 38 où ils disent en gros qu'ils bossent sur un registre centralisé européen de toutes les transactions, à déclarer DAC8. Donc à terme, il y aura même plus besoin d'échanger entre les fiscs. Il y aura tous les fiscs qui auront accès à un registre centralisé avec toute l'information intéressante sur, sur les cryptos. Donc une sorte de panoptique européen des transactions à déclarer. Bien sûr, n'importe qui ne pourra pas y accéder, mais là, pour le coup, tu as vraiment le risque de si cette base est percée, bah, c'est l'information crypto européenne de tous les clients des prestataires soumis à l'obligation qui sera visible. Et tu as un côté pour le coup, bah, c'est une masse d'informations qui est tellement importante, qui n'a jamais existé. Ça a jamais existé vraiment, je crois il y a des fichiers, mais il y a des fichiers Ficoba, des fichiers, Ficovi, mais à l'échelle, je crois, de l'État, de la France, par exemple. Là, tu auras un truc européen, donc sur 27 États membres, heu et avec les risques, avec le pouvoir juridique que ça implique, mais aussi avec le risque, pour la vie privée des gens qui sont là-dedans, quoi. Mmh, tout à fait, ouais. Non, c'est, là, il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit, donc merci déjà d'avoir fait le très bon résumé sur, ce qu'est DAC8 et ce qu'impose DAC8 justement aux prestataires de services et également aussi de rappeler qu'on est sur une directive européenne qui s'applique à tous les États membres et que en effet, que vous soyez en France, en Autriche, en Allemagne, en Pologne ou je ne sais où et ben au final, vous ne pouvez pas tellement faire d'arbitrage juridictionnel entre les pays de l'Union européenne parce qu'en fait, les pays doivent, partagent en fait ces informations les uns avec les autres. Donc du coup, d'un point de vue, purement, mobilité européenne, bah, si vous pensez avoir le choix, quand vous passez d'un pays vers un autre, hein, chose qu'on avait avant quand ces directives étaient uniquement nationales, bah, là, c'est quelque chose qui disparaît, quoi. Donc c'est un Tu en auras avantage les qui pieds. Tu auras peut-être certains pays qui vont traîner un peu les pieds dans la transposition, qui l'interpréteront d'une manière un peu plus souple, mais à terme, en fait, ça a vocation à être, harmonisé, et appliqué uniformément partout. Tous les arbitrages juridiques que tu peux faire, encore faire, ça va très vite disparaître. Je pense qu'il faut oublier, à court terme, cette époque-là est révolue. bien sûr. Après, là, moi, une question qui me vient, c'est tu parlais justement de ces bases de données agrégées qui sont ensuite envoyées au fisc et qui sont on reste un peu en quelque sorte sur la data brute, hein, tu vois? Sur, tel volume qu'on t'a acheté sur telle période, donc les volumes achetés, les volumes vendus par tel individu, donc avec ça, en fait, le fisc, il peut avoir quand même une assez bonne visibilité sur ce que toi tu fais. Et il peut en effet, comme tu l'as dit, soit actionner des leviers de contrôle supplémentaires ou ne rien faire en fait, hein, en fonction de ce que, voilà, il décide de faire dans l'information. Mais est-ce que cette information brute, est-ce qu'il ne pourrait pas pousser le truc encore plus loin? C'est-à-dire, bah, sur plusieurs années, mettons, tu vois? Se dire: «Bah, voilà, lui, il a acheté tant à telle période, il revend tant, machin», donc en fait, le fisc va directement savoir quasiment en centime près ce que tu devras, toi, déclarer à tes impôts, quoi, donc il y aura Alors c'est en fait, DAC8, c'est pas un régime d'imposition, c'est juste pour le comme tu l'as dit, un régime de remontée d'informations, puisque le régime fiscal en fait, DAC8 harmonise au niveau de l'Union, le régime de la déclaration des prestataires, mais pour l'instant, les États membres, en fait, sont libres d'imposer ou de pas imposer ce qu'ils veulent, voilà, sont libres d'imposer ou pas imposer les swaps, sont libres d'exonérer ou pas exonérer, par exemple, le bitcoin, sont libres d'imposer les gains latents, comme on a pu le voir au en donc il y a vraiment une diversité des régimes fiscaux. En revanche, DAC8 met chaque État membre, en mesure d'appliquer, le mieux possible sa propre législation interne, son régime d'imposition, des transactions crypto. Et en France, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fisc français recevra là en 2027, normalement les transactions que tu as faites sur ton prestataire en 2026. Ça, ces données semi-brutes, il peut les comparer avec ta déclaration. Et par exemple, s'il voit que tu as fait des ventes de bitcoin contre du fiat, heu, bah, là, il peut immédiatement aller vérifier ta déclaration et il voit qu'il y a pas de déclaration alors qu'il aurait dû en avoir une. Par nature, alors tu peux être en moins-value sur toutes tes déclarations, tu peux être en moins-value, mais il n'empêche que tu dois déclarer. Donc déjà, ça peut être
un 1er indice qu'il y a un contrôle à effectuer. OK. Donc je pense que, ça ne sera pas vrai pour tout le monde, mais quantitativement, les gens qui font des grosses opérations sur leurs prestataires, l'État pourra assez facilement choisir les bons clients. Tu as ce côté, c'est un outil de présélection très facile à manœuvrer pour les bons clients des contrôles. Par rapport à aujourd'hui où l'État ne dispose pas en fait d'outils, automatiques. Parce que là, c'est automatique. Il reçoit l'information, pour peu qu'il développe en fait des outils de pré-traitement de ces données, très facilement, les vérificateurs pourront avoir une liste de potentiels bons clients à contrôler. Lui, par exemple, il y a, des dizaines de milliers d'euros qui auraient dû être déclarés, qui n'ont pas été déclarés. Immédiatement, on va vérifier, faire un petit contrôle directement un contrôle sur pièce en interne et après voir si on peut pas aller plus loin, faire un examen de situation personnelle. Donc tu as ce côté, les gens qui ne déclaraient pas à compter de 2026, les gens qui ne déclarent pas les opérations qui sont à déclarer sur le prestataire, eux, il y a des vrais risques de contrôle. Ce qui était pas le cas avant. Avant avant 2026, les prestataires ne faisaient pas remonter automatiquement, rien du tout. Donc s'il y avait pas en fait de mouvement bancaire, si ton niveau de vie apparent, si tes comptes bancaires ne reflétaient pas en fait ces importants mouvements dont l'origine était tes comptes crypto, les risques de contrôle étaient relativement faibles. Maintenant, le risque de contrôle dû à Dacquit est augmenté. Je ne sais pas le quantifier, mais tous les fiscalistes le disent et pour le coup, je pense pas que c'est du business. Je pense pas qu'ils le disent parce que, bah, ils veulent des clients. Je pense qu'ils parlent de régularisation d'Acquit parce que, il y a un problème, c'est que, OK, avant 2026, on ne déclare pas. Si le fisc se rend compte qu'en 2026, bah, tu as rien déclaré, ils peuvent vouloir finalement pousser le contrôle. Puisque les cryptoactifs que tu as acquis l'ont été avant 2026 et ils peuvent te demander de justifier, en fait, l'entièreté des opérations que tu as effectuées sur crypto et en fait, ça peut remonter finalement la chaîne du contrôle à des années bien antérieures aux années qui sont mentionnées par Dacquit. Mmh. Donc il y a un risque de régularisation, non seulement de l'année en cause, mais des années antérieures. Il y a ce côté, si tu te fais choper sur Dacquit en 2026, bah, potentiellement le gars peut aller fouiner, plus loin. C'est pour ça qu'il y a un appel aux régularisations sur l'ensemble des années par les fiscalistes qui est en gros, vaut mieux aller soi-même, dire au fisc que, bah, je vais pas déclarer, que se faire choper. Bah, les risques encourus sont pas les mêmes. On peut beaucoup plus négocier avec le fisc si on le fait spontanément en allant soi-même avouer sa faute qu'en se faisant choper, au titre d'un contrôle. Donc il y a Mmh. un risque pour les gars qui ont été un peu, comment dire? Laxistes sur leur gestion du risque, sur leurs prestataires qui faisaient des ventes, faut qu'ils arrêtent. Faut qu'en 2026, ils déclarent tout ce qu'ils ont fait, et en même temps, le problème, c'est que, si tu déclares, en fait, en 2026, bah, comment tu déclares? Il y a la méthode de calcul, crypto et pour la respecter, il faut que tu tiennes compte des opérations que tu as faites avant. Mais si tu avais jamais déclaré avant, en fait, tu as ce côté, ta cuite et de la méthode crypto t'oblige à tout recalculer. Donc ce sera douloureux, très douloureux, au niveau du temps, de l'argent. Ça te coûtera un avocat fiscaliste s'il y a vraiment un enjeu. Ça t'oblige finalement à te dire: «Je suis tellement, dans la panade parce que j'ai pas vraiment déclaré, j'ai pas bien tenu les comptes, que si je veux régulariser, en fait, ça va être encore pire». Donc tu as un peu ce côté, où tu régularises et tu payes, plein pot, ou tu, ne régularises rien et tu t'enfonces dans cette illégalité fiscale. Il y a pas d'intermédiaire. Ils auraient peut-être dû prévoir, en fait, une forme de cellule de régularisation intermédiaire avec, comment dire? Des mesures incitatives, des tolérances. De mise en conformité en effet, tu ouais, tu donnes une sorte de petite période où tu peux dire: «Bon allez là, vous pouvez vous mettre en conformité, il va rien vous arriver» et puis voilà. En fait, l'idée c'est si tu veux, c'est si je te suis bien, c'est que en effet donc à partir de 2026, tout sera déclaré et après par contre si toi tu vendais, si tu vendais, que tu faisais des plus-values sur tes ventes de crypto avant cette date-là que tu déclarais pas, là en effet tu pourras avoir un effet rétroactif en fait où ils viennent te fouiner un peu quoi. Par contre,
concernant les prestataires de services, des cryptoactifs, hein, eux, avant 2026, ils ont pas nécessairement ils ont pas l'information des transactions qui étaient enregistrées de leur côté. Donc les prestataires Pas de services, l'obligation. voilà, ils ont pas l'obligation de le faire, donc en effet, eux, ils ne pourraient pas collaborer si, de toute façon, s'ils ont pas l'information, ils peuvent pas la donner. Est-ce que tu es d'accord? Juridiquement, l'obligation de déclarer, elle porte sur les transactions effectuées à compter du 1er janvier. Mmh, c'est ça. Donc ça veut dire ça, c'est les obligations, c'est les transactions que le prestataire doit faire remonter, il a pas le choix, c'est une obligation juridique. Il doit faire remonter après les avoir agrégées, ces transactions. Mmh. Les transactions antérieures ne sont pas à déclarer automatiquement par le prestataire. En revanche, normalement, ils les conservent, enfin ils ont en tout cas, ça dépend des politiques, mais les transactions auxquelles ils ont prêté concours, que tu as faites avant, mais que tu as faites, par le concours du prestataire, normalement, ils les ont, hein, et le fisc peut leur demander de les déclarer, sur ordre. Le fisc a un pouvoir d'inquisition et d'information. Il peut demander au prestataire de transmettre ces informations et normalement le prestataire, généralement il collabore, hein. Mmh. Simplement, les transactions antérieures ne remontent pas automatiquement et C'est ça, donc ouais. tu vois, ce côté finalement, on peut voir aussi le fisc qui voit des trucs qui remontent depuis, le prestataire, qui les juge suspects. Non seulement il va aller t'interroger toi, mais il va aussi pouvoir, dans le cadre de son pouvoir d'enquête, de contrôle, d'information, voir le prestataire sur les transactions antérieures. Et là, le Mmh. prestataire normalement va, ça peut dépendre où il est situé, mais il a généralement intérêt en fait à collaborer et toi-même, le fisc peut demander la même information à toi et au prestataire. Tu as vraiment ce côté en fait, le risque d'acuite, c'est non seulement le risque, de détection d'une déclaration inexistante ou incomplète, mais il y a aussi ce risque en rétrospectif sur les années antérieures de toutes les transactions qu'on va aller vérifier. Puisqu'en gros, si tu as pas déclaré en 2026, peut-être que tu n'as pas, il y a vraiment ce côté, bah, il a pas déclaré en 2025, 2024, et le problème, c'est que tu as un pouvoir le fisc, la prescription peut être retardée, 10 ans, normalement c'est 3 ans, mais quand tu as manqué à des obligations déclaratives, bah, on peut la reporter jusqu'à 10 ans. On peut contrôler, alors pour les cryptoactifs, ça peut être limité un peu plus parce que les règles de ce contrôle sont assez récentes, mais tu peux remonter facilement au moins jusqu'en 2022, 2020, 2021-2020. Donc il y a vraiment des vrais risques et bon, je pense que je connais, ça dépend les enjeux, je saurais pas te dire à partir de quel enjeu, de quel montant ça peut être intéressant d'aller voir un avocat fiscaliste, mais je pense que quand l'enjeu se chiffre en dizaines de milliers d'euros, la question se pose. Si tu as opéré et que tu as fait un peu le malin, depuis ton prestataire de services crypto qui est soumis à la CUIT, est-ce que vaut mieux pas prendre le taureau par les cornes? Bon, tu prendras, la majoration de 10, tu prendras les intérêts ou une partie des intérêts, mais tu éviteras les majorations les plus rigoureuses de 40 voire de 80, voilà, sur le rappel d'impôt. Heu, rappel d'impôt qui, si tu as rien déclaré, sera, bah, de tout, en fait, de tout l'impôt. Donc il y a ce côté, si et c'est un peu le côté là, tu as voulu, mais j'ai envie de dire, toi, tu étais parti on-chain et tu avais vécu radicalement on-chain et fait rester finalement un peu dans l'ombre et il y a ce côté, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si tu as opéré depuis un prestataire sans déclarer, heu, il y a un moment, c'était facile de savoir que, l'État en fait, rattraperait. Parce qu'en fait, le prestataire de service, ça n'a jamais été l'allié des, détenteurs de crypto. Ça a toujours été un pôle centralisé, bah, ne serait-ce que pour que les transactions puissent être effectuées, faut un pool de crypto, faut quelqu'un pour opérer et c'est vraiment un îlot de centralisation et ça se traduit par une remontée d'informations vers l'État, en fait. Une collaboration entre le privé centralisé et le public centralisé, au détriment de nous, utilisateurs. Ah bah, c'est tout l'avantage des plateformes d'échange en effet, c'est que, ça vient canaliser en fait les voies de sortie, de vente des cryptoactifs dans certains sur certains sites, sur certains échanges et puis après, bah, voilà, ils ont tout intérêt à collaborer avec l'État s'ils veulent garder leur licence, hein, licence OPSEAD, MiCA et cetera et ils ont pas le choix que de collaborer quoi, ça c'est clair. Mais en tout cas, moi, une chose moi que je trouve intéressante avec tout ça, c'est comme tu l'as dit,
quand on prend Dacquit en 2026 ou le prêt Dacquit, en effet, ce sont toutes les ventes quand tu passes de ton cryptoactif en fiat, hein. Donc en effet, il faut déclarer la plus-value, au fisc sous peine de te prendre, voilà, une majoration. Ça, c'est quand tu passes en effet par ces plateformes en question. On reparlera aussi d'un autre cas d'usage, donc qui est quand tu passes en fait directement en pair à pair, ou mon KYC en fait, comment ça se passe? Ça, c'est encore un autre chose. Mais là, ce qui va changer aussi radicalement, moi, ce qui m'avait vraiment choqué, tu vois, avec Dacquit, c'est que, par exemple, avec Dacquit, c'est pas uniquement les transactions qui sont concernées, c'est pas uniquement quand tu passes du f quand tu achètes du bitcoin avec du fiat ou quand tu vends ton bitcoin pour du fiat, c'est aussi les retraits qui sont concernés. Et ça, je trouve ça c'est vraiment un changement qui est très, très, très intéressant, vraiment, même tragique, hein. C'est que quand tu achètes directement du BTC, on va dire, sur un échange et que tu veux faire un retrait sur ton hardware wallet, donc vraiment pour posséder tes propres clés, pour être souverain, et bah, l'échange, même dans ce cas-là, même s'il y a pas de vente qui va intervenir, même s'il y a pas de risque de plus-value, tout C'est ça, impossible. et ouais, voilà, exactement, c'est pas imposable parce que là, tu es pas sur, tu vas pas faire un swap ou tu vas pas repasser justement, du bitcoin en fiat. Là, tu restes en BTC, c'est juste Changer ton mode de détention. exact, Voilà, tu as c'est pris ton truc d'un portefeuille dans un autre, c'est exactement. quand si j'ai un portefeuille en cuir, j'ai un portefeuille en plastique, bah, en fait, Exact. ça reste à moi et l'opération, j'ai juste changé la manière dont j'avais l'actif, mais il y a pas de cession juridique, il y a pas de transfert de propriété, mais tu as raison, en fait, il y a plein de et en France, les swaps sont pas imposables, les échanges entre cryptoactifs sont pas imposables. Mais dans d'autres États européens, c'est pour ça aussi dans le monde, la France est un peu isolée là-dessus, puisque dans la plupart des États, les swaps, sont imposables. En Mmh. France, on a eu ce truc-là, que c'était pas imposable, mais n'empêche que le fisc, l'information, ils l'ont maintenant. Ils savent à peu près les montants agrégés de swap que tu as fait, les retraits que tu as fait sur, on-chain, ils savent en montant agrégé. Tu as retiré tant de bitcoin, tant d'ether, tant de Solana, en fait, ils savent. Tu as fait revenir tant de bitcoin, tant d'ether, tant d'USDT, ils le savent. Heu, tu es parti après bon, c'est que ça, mais c'est vraiment ils savent quand tu rentres, ils savent quand tu rentres, ils savent quand tu sors et ils savent en fait ce que tu fais, sur l'échange lui-même. Ouais. Heu, Mais là, tu vois, là, moi, franchement, ce qui me choque avec et c'est bon, après, ça me choque sans forcément me choquer parce que c'est aussi dans l'intérêt de l'État, justement, de combattre un peu ces individus qui osent être souverains sur leur épargne, tu vois? Mais tu vois, là, tu es pas sur un événement imposable et pourtant, c'est quand même déclaré que, justement, tu sors du système. C'est-à-dire que tu passes en pleine souveraineté de tes cryptos, de tes bitcoins, et rien que ça, c'est aussi déclaré. Et même si tu retires tes BTC, tu n'y touches pas pendant 4, 8, 10, 15, 20 ans, l'État a quand même cette information-là que à telle date, tu as acheté tant et tu as retiré tant. Et ça, c'est En fait, extrêmement grave. c'est préparatoire de actuellement, il y a pas de conséquences, fiscales, directes, mais c'est un mode indirect de connaissance, comme tu l'as dit, de la fortune du contribuable ou de la fortune crypto. Et c'est aussi préparatoire à des impôts potentiels comme une exit tax crypto, pardon. Mmh. Une exit tax crypto qui serait, fondée, basée sur l'ensemble des cryptos que tu détiens au moment où tu transfères ton domicile fiscal, à l'étranger. Elle n'existe pas aujourd'hui, mais je pense que c'était aussi parce que c'est beaucoup plus dur de savoir combien de cryptos tu as que de savoir combien de titres financiers tu as. C'était beaucoup puisque tu avais pour les titres financiers, bah, c'est la plupart par des intermédiaires financiers qui savent. Donc c'est plutôt facile de faire ce contrôle. Pour les cryptos, c'était beaucoup plus dur. Mais maintenant que tu as cette vigie, ce tiers qui va être un peu le gars qui murmure à l'oreille de l'État, c'est beaucoup plus facile. Surtout si, l'État sait non seulement ce que tu as sur les exchanges, mais l'État sait ce que tu as envoyé depuis les exchanges sur des wallets. D'ailleurs, l'adresse du wallet remonte pas. Ils font pas remonter, forcément l'adresse du wallet. En tout cas dans Dacquit et dans Carf, l'adresse du wallet n'est pas exigée comme devant remonter obligatoirement. Mais Attends, ça, il peut juste pour qu'on soit clair là-dessus, c'est-à-dire que il en fait, ton prestataire Opsan, Mika et cetera, eux, ils doivent déclarer que les BTC ont été retirés, mais ils doivent OK, mais ils doivent pas déclarer, l'adresse. bon, l'adresse elle-même n'est pas à déclarer. L'adresse exacte, en fait, sur laquelle tu peux envoyer et retirer ne remonte pas. Mais bien ça, c'est évident, bien sûr, que si le fisc veut savoir, ils peuvent interroger. Mais pourquoi ça remonte pas?
Parce que pour le coup, cette adresse, pas vraiment, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien pour la méthode de calcul, en tout cas en France. Elle est elle est inutile. En revanche, s'ils veulent traquer plus loin, s'ils veulent faire de l'analyse on-chain, Mmh. mais ce dont je pense pas qu'ils aient les outils actuellement pour le faire, mais peut-être dans le futur. Mais en fait, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est les retraits. Puisqu'ils savent en fait que, ils savent où sont allés ils savent que les cryptos sont allés quelque part, ils savent qu'ils sont allés on-chain. Ils n'ont pas besoin forcément de c'est une donnée qui est un peu inutile par elle-même, elle ne sert à rien. Ah, c'est ça qui est très surprenant, en fait, c'est que là, je comprends totalement pourquoi elle ne sert à rien dans cette optique-là. En effet, où tu as pas forcément besoin d'avoir l'adresse parce que tu es juste intéressé par, en fait, le montant qui est acheté, s'il bouge ou pas, en fait, grosso modo, tu vois? Et en fait, tu sais à peu près ce que l'individu, a. Mais là, alors si je me mets vraiment dans les souliers, on va dire, d'un mec à Bercy, voilà, c'est ou du fisc, en fait, ils ne comprennent pas, en fait, l'intérêt que pourrait avoir justement cette adresse-là pour le futur. Par exemple, si jamais ils arrivent à développer, des outils comme tu l'as dit d'analyse on-chain et bah, vu que la blockchain elle est ouverte, totalement, auditable, H24, bah, en fait, ils Mais pourraient suivre. Bon après tant mieux qu'ils le fassent pas, tu vois? Qu'ils aient pour le moment, c'est une mesure qui protège. Puisqu'en fait, si les n'importe quel clampin des finances publiques peut avoir accès à toutes les adresses nominalement liées, bah, aux contribuables, en fait, cette adresse, elle est généralement, en réseau. C'est-à-dire cette adresse, elle est en lien avec tes autres adresses, s'il y en a d'autres, ou avec d'autres adresses qui peuvent ou ne pas être les tiennes. Bon, généralement, quand tu as des transferts entre adresses, tu as une présomption qu'elles t'appartiennent, hein. La plupart du temps, moi, j'ai une adresse qui elle est en lien avec deux trois adresses sur lesquelles tu as fait je sais pas, tu as fait des trucs, et même ça pourrait induire en erreur. Je sais pas, imagine tu as une adresse sur, je sais pas, on va dire Ether ou Solana, tu as fait un bridge, donc ça a disparu, le fils sait pas où c'est ressorti, il pourrait venir t'embê je trouve qu'en fait, c'est pas plus mal que, ils ont pas les moyens de traiter les adresses, ils ont pas les moyens peut-être de sécuriser les adresses. Et je pense que si on avait le fisc, en fait, toutes les adresses remontaient également, ça causerait peut-être plus de problèmes que ça n'en solutionnerait actuellement puisque, faut les sécuriser. C'est une donnée critique en plus parce ouais. que si ça fuite, bah, les malfrats savent que tu as telle adresse. Avec telle adresse, ils peuvent, en fait, toi-même te reconstituer, savoir, en fait, la fortune exacte que tu as, ce que ne permet pas Dacquit, hein. Dacquit permet une vue estimative de ta fortune crypto par rapport aux informations qui sont déclarées par les prestataires et qui peut en fait être, minorée, voire, finalement en fait minime par rapport à ta fortune réelle, avec les adresses. Si les adresses remontaient en plus, qu'elles étaient traitées automatiquement, là, il serait beaucoup là pour le coup, pour se couvrir, il aurait fallu, faut opérer, faire de l'adresse, enfin trouver des méthodes d'obscurcissement, faire des bridges, D'accord. Du coup, alors ça pose une autre question, c'est quels sont les moyens justement du fisc comme ça? Enfin, alors en France ou même dans les autres pays européens, ça parce que là, on parle comment dire? Tu parles du fait que c'est dû à un manque de moyens justement, qui ne sont pas allés encore vers ce genre de solution d'analyse on-chain, d'agrégation et de lecture, on va dire, quasiment automatique des wallets, tout ça. Mais quels sont aujourd'hui leurs moyens? Par exemple, toi, toute la data qu'ils reçoivent, pour toi, eux, ils peuvent la traiter telle quelle, actuellement? à des Est-ce qu'ils ou justement, est-ce que ça va mettre du temps, même de leur côté, pour justement commencer à se mettre en marche, à comprendre un peu comment ça marche, comment cibler justement les bons en fait, pinceaux, tout ça? ça dépend. Il y a des données qui sont un peu des déclencheurs, hein, des triggers de contrôle. Ouais, C'est tout ce qui est, bah, les ventes. OK. Tout ce qui est vente, c'est en droit français, droit fiscal français, un élément déclencheur de la plus-value. Donc tout passage en fiat depuis des cryptos, ça c'est de la donnée qui immédiatement peut déclencher une obligation déclarative du contribuable. En gros, je suis le fisc, je vois sur ma déclaration d'ACUIT pour tel contribuable qu'il y a telle base agrégée d'opérations de vente en fiat. S'il y a pas en fait l'équivalent dans la déclaration, j'ai un motif, peut-être pas à contrôler immédiatement, mais à enquêter. Donc les données qui déclenchent les contrôles sont très faciles à exploiter. En revanche, heu, le calcul de la plus-value reste difficile à faire
puisque les données déclarées sur de la Dacquit peuvent être, très partielles. Puisque normalement, pour calculer ta plus-value sur chaque transaction, tu dois tenir compte de tous tes cryptos, qu'ils soient sur n'importe quel prestataire ou on-chain. Donc, si tu as 5 prestataires et 3 blockchains différentes, bah, les déclarations faites par un prestataire seul sont quasiment inutiles pour savoir exactement combien tu dois déclarer. Le fisc, c'est juste que tu dois déclarer. Donc il va creuser, mais en gros, c'est pas une donnée qui permet au fisc de dire combien tu dois, c'est juste une aide précieuse pour déclencher les contrôles. Donc la question, c'est est-ce qu'ils ont les moyens, en fait, pour les mener? Bah, là, je serais un peu plus mitigé dans le sens où, même si Dacquit permet potentiellement de mener un très grand nombre de contrôles, s'ils n'ont pas les moyens humains pour mener ces contrôles, il y aura un peu un embouteillage. Donc, est-ce qu'ils ont les agents formés aux cryptos? Est-ce qu'ils ont le nombre d'agents pour mener le nombre de contrôles que Dacquit peut finalement permettre de mener? Sur les années à venir, ça reste à voir. Est-ce qu'ils ont les outils automatiques de traitement? Est-ce qu'on a les IA? Au final, lui, pour le coup, vu la manière dont le droit crypto, est créé est prévu en France, une IA crypto, une IA publique crypto, une IA fiscale crypto, ce serait le complément idéal de Dacquit pour traiter la donnée semi-brute et pour la convertir finalement en, est-ce qu'il y a, motif à contrôle ou pas motif à contrôle? Pour combien? Pour combien d'années? Mais là, on est largué. Je pense que, l'IA dans le public français, on est, à part peut-être dans le secteur militaire, par exemple, mais, en fiscalité, je pense que ça prendra un certain temps. Ah, j'ai envie de voir ça moi. Ouais, bah, sachant que les administrations, tournent sur des versions de je dirais pas Windows 95, mais, pour former c'est des vieux personnels, hein. Ouais, il y a encore des boomers, il y a des gens qui sont assez âgés, donc ils évoluent sur des vieux logiciels, des vieilles versions. Le temps que tu équipes informatiquement, en logiciel, en matériel, en IA, l'ensemble de l'administration et le fisc, ça prendra du temps, quoi. Il faut vraiment que la vieille génération, parte et qu'on implante tout ça, qu'on ait le enfin, moi je pense que ça prendra je dirais pas des décennies, mais pas loin, avant que ce soit vraiment opérationnel. Alors que pourtant, tu regardes les IA privées, elles sont déjà, pas opérationnelles. Les IA génératives d'images, de musique, elles sont déjà extrêmement performantes. Ouais, bah, ça après c'est toute la question, c'est que ça peut prendre des années parce qu'en effet c'est directement l'État qui va vouloir, faire son IA donc forcément ça sera pas aussi évident que dans le privé. Par contre ça peut aussi, moi je dirais ça peut aller vite, hein, aussi parce que les revenus fiscaux, bah, c'est tout simplement ce qui permet à l'État de vivre et de survivre. Donc tu vois, il y a une sorte d'enjeu de survie à taper le maximum de revenus possible. Donc là, ça pourrait être, tu sais, on rigole souvent du fait que le seul service public véritablement efficace, c'est le fisc, parce que justement, il y a un véritable enjeu pour l'État pour à ce qu'il soit véritablement efficace. Donc à voir ce que ça donne. Moi, je suis un peu ouais, je pense que je suis un peu sur la même longueur d'onde que toi par rapport à ça, dans le sens où, OK pour qu'ils amassent de la donnée agrégée à fond sur, Duck8 en 2026. Après pour moi, ça ne fait pas tout parce que la donnée ensuite Valorisé. il faut la traiter et en effet, tu peux avoir des triggers tu peux, en effet discriminer que la donnée sur de la vente et tout. Et après tu peux te faire des triggers sur les montants, tout ça machin et les récurrences des ventes sur des gros montants. Là, ça te donne justement des bons profils, je pense, où tu peux aller faire des enquêtes, sur lesquelles tu peux aller taper. Mais après pour le reste, c'est assez limité, quoi. Et je pense que les personnes qui seraient un peu dans ce panier-là, je pense ce sont justement le genre de profils qui se sont préparés à Dacquit. Donc, on en parlait justement avant de commencer l'enregistrement ensemble. Dacquit, en fait, Dacquit a commencé au 1er janvier, mais c'est quelque chose qui était annoncé depuis très longtemps On parle et bien. ouais et au final, bah, il y a ceux qui se sont préparés à Dacquit, il y a ceux qui ne se sont pas préparés à Dacquit, il y a ceux qui connaissent grosso modo ce qu'est Dacquit, il y a ceux qui découvrent ce qu'est Dacquit, par exemple ce soir en nous écoutant. Si tu es un investisseur lambda, que tu veux acheter un peu de bitcoin et tout, bah, tout simple tu pas tellement entendu parler d'Aquid, quoi. Tu vas tomber directement dans les mailles du filet. Par contre, si tu es quelqu'un d'autre qui essaie de s'informer là-dessus, que tu sois d'ailleurs un individu ou même un PSAN ou un MiCA, tu as justement, je pense, bien fouillé le sujet et tu essaies de trouver des solutions
quand tu es un individu pour justement t'extraire de ça et quand tu es un prestataire de service pour, comme tu l'as dit, retarder, pour, essayer de trouver des trucs pour, voilà. Avant d'a En fait, il y avait des moyens très simples. En gros, il y a des DAC8, soit je ne veux pas être imposé, soit je ne veux pas être vu. Bah, pour ne pas être imposé, en France, c'était très simple. Tu faisais des swaps et tu fais des swaps crypto. Soit tu les fais directement sur ton PSCA, lorsqu'ils proposaient des swaps, soit tu partais les faire on-chain et il y avait aucun problème. Les gens qui ont été, enfin, c'était pas dur, hein, fallait vraiment même quelqu'un de pas très malin peut arriver à faire des swaps, à ne faire que des swaps. Voilà, tu avais des stablecoins, même si tu en fais beaucoup, c'est facile de jamais re c'était facile de ne jamais revenir en fiat. Soit en restant sur ton PSCA, soit en partant on-chain. Donc ceux qui ont fait des ventes en fiat parce qu'ils avaient la flemme d'aller on-chain pour faire leur swap, crypto, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Pour le coup, c'est aussi une affaire de responsabilité individuelle, et là, c'était facile, donc on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. En revanche, pour ceux qui ne veulent pas être vus, pour des motifs fiscaux ou non fiscaux, bah là, que tu fasses des swaps ou des ventes ou peu importe, que tu le fasses sur ton PSCA maintenant, ça change plus rien. Tout est déclaré toutes les transactions les plus diverses sont déclarées en base agrégée au P au fisc. Donc en fait, il faut quitter. Si tu ne veux plus être vu à partir de DAC8, bah, tu dois quitter absolument les prestataires, ne plus mettre de fiat dessus, pour acheter et ne plus revenir depuis la chaîne sur ton PSCA pour, passer en fiat, par exemple. Faut rester on-chain et si tu veux revenir en fiat, tu passes par le pair à pair, tu passes par d'autres procédés plus obscurs. Mais bah, à partir de maintenant, le prestataire de service, c'est la vigie du fisc. Elle est tenue par l'obligation légale, française qui viennent de DAC8 et tout remontera. Donc tu as ce côté maintenant c'est simple, tu veux pas être sous DAC8, tu ne passes plus par les PSCR, il y a plus de c'est clair. C'est une belle expression là, ce que tu viens d'utiliser justement que, les prestataires de services, vont former la vigie du fisc, hein. C'est un peu comme ça, je pense qu'il faut voir la chose, quoi. Et après comme tu dis, il y a d'autres méthodes justement qui te permettent un peu enfin, en fait, qui te permettent totalement de bah, voilà, de pas être dans on va dire dans les filets d'Acuite, hein. Tu l'as évoqué, bah, c'est faire des échanges pair à pair. Et alors toi, tu parles de méthodes un peu obscures. Au final, c'est tout simplement enfin, comment Bitcoin a été envisagé dès le début, hein, par Satoshi Nakamoto, hein, c'est un réseau d'échanges pair à pair. Donc en fait, tu sais, si on va revenir, enfin, en tout cas pour tous les individus qui sont intéressés par la vie privée, la préservation de leur vie privée et tout, en fait, on on doit pas, bouger d'un iota du projet initial qui était Bitcoin, un réseau de pair à pair, parce qu'en effet, tu échappes en fait totalement à cette centralisation des données, à cette Toi, collecte, hein. il y a tu pas enfin, tu as un droit de ne enfin, tu as le droit de ne pas être soumis à DAC8 dans le sens où tu es pas obligé d'être client des prestataires de services. Tu as le droit de retirer tu avais le droit de retirer tous tes fonds avant l'entrée en vigueur de DAC8 et à partir du moment où tu es encore client, après DAC8, ce que DAC8 t'oblige à faire, c'est de, transmettre des éléments tels que le numéro fiscal, résidence, adresse, nom, pour que le lien soit fait entre toi et le fisc par le prestataire. Mais tu n'es pas encore obligé pour avoir des cryptos d'être client d'un prestataire. Ça pourrait peut-être être une étape supplémentaire de limiter la détention, ça c'est un peu un rêve étatique, d'interdire l'autodétention et en fait, d'obliger la détention intermédiaire. Mais bon, en l'état là, il y a pas vraiment de proposition là-dessus, hein. Ouais, Même dans les juristes, j'ai lu beaucoup. Je crois que j'avais lu une fois une proposition d'interdire l'autodétention, des cryptoactifs. ah ouais, sérieux? Ah ouais, mais je pense que c'était quelqu'un qui ne voyait pas en fait, tous les enjeux, je pense, c'était un peu un truc dit un peu, sans y avoir pensé. Même dans les pouvoirs publics, interdire absolument l'autodétention, ça me paraît extrêmement difficile, à moins de renoncer vraiment à la liberté, de faire un virage autoritaire extrêmement marqué, heu, ça me paraît Alors heureusement peu probable.
Ouais, non, mais totalement, je pense que tu as totalement raison. C'est que si jamais et de manière totalement explicite, ils viennent interdire justement la détention de cryptoactifs, le retrait sur des hardware wallets, de cryptoactifs, bah, ils ne pourraient pas le faire parce qu'en effet, si un jour ils le faisaient, bah, là, ils signent, en fait, ils signent dans la loi, bah, le fait que la propriété privée, voilà, ça n'existe plus, que la liberté n'existe plus, que la liberté des échanges et des transactions, n'est plus garantie par l'État et en final, en faisant ça, c'est toute la société, tout le marché qui ferait sombrer. Donc ça, ils vont pas le faire. En revanche, ce qu'ils peuvent faire et ça, l'administration est très forte pour ça, c'est cumuler les freins administratifs, hein, dissuasifs, hein, pour justement, envoyer un message un peu, implicite, aux individus en leur disant: «Bah, écoutez, vous voulez faire ça. Moi, je suis contre que le fait que vous faisiez ça parce que moi, en tant qu'État, bah, ça je perds de la lisibilité sur ce que vous faites, sur ce que vous possédez et moi, je suis au contraire intéressé pour, connaître tout ça parce que j'en dépends». Par contre, donc voilà, je vais vous mettre plein de freins administratifs, plein de petits obstacles pour justement vous dissuader de le faire et petit à petit, bah, les gens qui voudront pas se faire chier, bah, le feront pas ou si jamais ils le font, ils seront totalement fliqués par l'État, quoi. Donc en fait, plus on va avancer dans le futur, plus ceux qui vont vouloir en quelque sorte rester fidèles à l'ethos cypherpunk, l'ethos de Satoshi Nakamoto, vraiment l'ethos en fait, on va dire d'échange pair à pair, bah, eux, ils continueront à faire du pair à pair, ça sera plus dur, ça sera plus compliqué, ça sera mais ils trouveront toujours des moyens de le faire. Alors que les autres malheureusement, eux, ils ne pourront plus le faire parce que toutes les plateformes d'échange, toutes les plateformes en fait de sortie ou d'entrée, bah, elles seront, comme tu l'as dit, elles vont se transformer en vigie du fisc et tout ça sera passé à la loupe. Mais tu as ce côté, on en parlait un petit peu avant de commencer. Il y a ce côté et comme tu l'as très bien dit, on va mettre des micro-freins, des cailloux dans la chaussure des gens sans interdire et en fait, on va le faire, on va encadrer, réglementer. Alors réglementer, on va encadrer, c'est aussi peut-être pour protéger l'investisseur. Je dis pas que toutes les mesures d'encadrement comme MiCA sont des mesures d'hostilité, mais il y a une dimension de on va rendre les cryptoactifs moins attractifs, plus durs à vendre ou plus durs à acheter. On va rendre leur usage moins commode. On va créer des risques. Par exemple, le risque LCBFT, quand tu regardes les travaux par exemple du FMI, d'auteurs sous l'égide du FMI, il y a cette volonté en fait, de discriminer les cryptos. Ça peut être Bitcoin, ça peut être les stablecoins. Il y a des propositions sur les stables et d'autres sur les autres cryptos, mais globalement, l'idée, c'est de dire, en fait, on est parti du principe que les cryptos étaient fongibles. Dans le sens où, bien que, par exemple, pour Bitcoin, on peut avec les TXO, distinguer, très bien, en fait, chaque unité. Mais dans les particuliers, le principe d'un Bitcoin, c'est qu'un Bitcoin égale un Bitcoin et je peux payer, si je dois un Bitcoin, bah, je peux payer avec n'importe quel Bitcoin. Normalement, parce que l'idée, c'est que c'est de la monnaie et l'intérêt de la monnaie, c'est que chaque unité équivalente et bah, vaut autant que l'autre. Un franc vaut un franc, un euro vaut un euro et si tu commences à distinguer les euros, par exemple, cette pièce, je sais pas, il y a du sang dessus ou cette pièce, elle pue la pisse, cette pièce, il y a de la coke, bah, tu vois, tu es en rupture avec le principe, depuis Vespasien que l'argent n'a pas d'odeur et cette formule «l'argent n'a pas d'odeur», c'est qu'en fait, elle dit que chaque pièce de monnaie, beh, c'est la même que l'autre et l'intérêt, c'est que je peux l'user partout, échanger contre n'importe quel bien. Si avec les cryptos, tu commences à dire: «Bah, ce crypto, certes, c'est un bitcoin, mais c'est un bitcoin dont je vois qu'il est passé par telle adresse. Donc il a une note, je sais pas, de 4 sur 10. En dessous de 5 sur 10, il n'est plus accepté par tous les prestataires, par toutes les banques. En pair à pair, tu vois, si tu portes atteinte au réseau monétaire, à la sphère d'influence d'une monnaie ou à l'endroit où tu peux l'utiliser, bah, en fait, tu portes atteinte à sa fongibilité, tu portes atteinte à sa liquidité, puisque tu peux finalement un bitcoin sale, il vaut moins qu'un bitcoin. Donc tu as une forme de décote, il est moins liquide et une monnaie à laquelle tu portes atteinte à la liquidité, c'est une monnaie, qui est, atteinte en son cœur, tu vois? Et je pense que c'est ça. En portant atteinte à la liquidité des cryptos par rapport au risque LCBFT, tu les marginalises comme monnaie. Donc tu les forces à être des monnaies privées. Tu dis tu et les gens vont se dire les gens normaux vont se dire: «Bah, finalement, si je l'utilise, je prends des risques, je peux pas payer partout avec. Telle banque l'accepte pas parce qu'il y a des risques ou telle»
n'acceptera pas tel bitcoin, mais tel autre. Donc sans interdire Bitcoin ou n'importe quelle crypto en tant que monnaie, tu peux mettre des freins juridiques assez puissants pour retarder finalement, le triomphe de Bitcoin, comme monnaie. Je dis pas que ça va l'empêcher, mais tu vois que l'État a des instruments juridiques assez puissants. La réglementation européenne en est un, fiscaux, LCBFT, pénaux, de marché, pour bloquer Bitcoin par rapport au fiat et pour garder le privilège du fiat dans un contexte budgétaire dégradé. C'est pour ça que l'horizon Bitcoin est un peu pour moi, c'est dur de voir finalement qu'on ça va se dénouer. Ouais, c'est dur de à la f c'est waouh, c'est très c'est ouais, très bon rabbit hole, voir comment tout ça va se dénouer. Moi, je suis quand même assez optimiste parce que, alors déjà, tu as bien fait de rappeler que la fongibilité justement des bitcoins, même des pièces de monnaie ou, du fiat, j'en sais rien, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la monnaie parce que, quand les individus vont justement sélectionner spontanément la monnaie sur le marché, si on reprend un peu la théorie de l'émergence de la monnaie, par les économistes autrichiens. Ils vont, d'abord sélectionner la monnaie pour sa capacité à être un bien qui est facilement échangeable avec les autres individus. Ça, c'est la caractéristique première de la monnaie et si les individus identifient la monnaie comme étant un bien plus échangeable qu'un autre, ça veut dire que de manière intuitive, ils ont compris plusieurs choses. C'est que la monnaie, c'est une bonne réserve de valeur, c'est que la monnaie, en effet, elle est censée être fongible parce que si je te donne 1 € et que toi tu m'en donnes un, et bah, si jamais, je dois reconnaître dans ton euro que tu me donnes, toi dans celui que je te donne, bah, le même euro et quand je vais en mettre un à la banque et bah, peu importe, quand je vais le retirer, je m'en fous que ce soit le même euro ou un autre en fait, c'est ça la fongibilité de la monnaie et il faut aussi, reconnaître une chose, c'est que la monnaie doit être divisible. Ça, c'est quelque chose aussi de très important et en effet, Bitcoin, il coche beaucoup de cases et la case de la fongibilité, c'est toujours quelque chose qu'on va un peu lui mettre un peu dans les dents. Par exemple, je sais que ceux qui sont très intéressés par l'étalon or ou l'or en tant que monnaie, tu vois? Ils vont te dire: «Oui, mais l'or est beaucoup plus fongible que Bitcoin» parce que l'or, même si tu as de l'or sale dans les mains, c'est-à-dire un lingot, des pièces qui sont sales, c'est-à-dire parce qu'elles ont été utilisées par des narcotrafiquants ou par des États terroristes et bah, l'or reste quand même fongible dans le sens où il peut être refondu pour ensuite être mis en circulation et ça, c'est l'un des grands intérêts physiques justement de l'or. Par contre, en effet, Bitcoin, c'est beaucoup plus compliqué parce que les UTXO que tu vas dépenser, bah, elles sont marquées. C'est-à-dire que tu sais à peu près où elles ont transité. Si elles ont transité dans tel service illégal et tout, bah, tu peux un peu retracer, par une analyse de chaîne d'où vient les BTC en question et tu peux te dire: «Bah, moi, j'en veux pas parce que celui-ci, il a des origines qui sont pas claires». Alors après, tu as des services qui existent, hein, comme des mixeurs et cetera, qui te permettent un peu de brouiller. C'est un peu un mixeur, c'est comme si tu fondais de l'or, quoi. Tu passes ça dans la machine et après ça te clean un peu ton bitcoin. Mais, dans le cadre de d'AQUI, toutes ces nouvelles, directives, bah, là, c'est compliqué parce que Ouais, tu as pas cette optionnalité. si tu et en plus, commencer à user des mixeurs, en fait, tu te marginalises, tu vois? Utiliser des mixeurs pour justement, en fait, résoudre le problème de la fongibilité imparfaite des bitcoins. Parce que le problème la fongibilité dans la monnaie et en droit, elle est juridique. C'est-à-dire en droit, pourquoi 1 € égale 1 €? Parce que le droit dit 1 € égale 1 €. Donc, tu as même pas le droit de refuser des euros, et d'en accepter d'autres. C'est tous les mêmes. Et l'or, en fait, oui, c'est vrai, chaque lingot est différent, chaque lingot a une histoire, mais déjà matériellement, c'est dur de la connaître. Si je t'apporte un lingot, c'est beaucoup plus dur de faire son histoire. Alors qu'un bitcoin, si tu as un peu de technique on-chain, tu peux assez analyser, finalement assez finement d'où il vient, tu as des outils pour le faire. Mais en même temps, c'est inscrit dans le protocole. J'ai l'impression que c'était un peu le sacrifice qui avait été fait par Satoshi pour que Bitcoin soit opérationnel, c'était la transparence. Et beaucoup avaient vanté la transparence de la blockchain comme finalement une qualité, mais moi je trouve, en tout cas de la blockchain Bitcoin. Et je trouve finalement c'était un défaut, mais c'est une forme de compromis pour que chacun sache en fait, qui a quoi et que ce soit infalsifiable. Ça a peut-être été résolu par d'autres cryptos, par d'autres blockchains, mais cette transparence, c'était l'un des vices, l'un des compromis du projet, Bitcoin. Par exemple, quand tu prends les gens qui défendent plutôt Monero de leur côté, qui disent que Monero aurait résolu le problème de Bitcoin de ce point de vue-là, le problème de la vie privée et le problème de la fongibilité. La question, même si c'est le cas, en fait, tu peux pas changer de réserve de valeur toutes les 4 matins.
C'est-à-dire que Bitcoin remplace l'or et devienne la monnaie ultime, je l'entends. Mais tu peux pas inventer un meilleur Bitcoin à chaque fois, parce que le problème de la réserve de valeur, c'est qu'elle est pérenne. Donc ce côté, même si Monero on admet que Monero est meilleur que Bitcoin, tu peux pas non plus Bitcoin, je pense, a déjà trop de c'est déjà trop installé comme, Mmh. finalement, comme nouvelle monnaie. Donc tu as ce côté et si tu as un meilleur Monero, tu as ce côté finalement de tu peux pas inventer une monnaie, tous les 4 matins. Mmh. C'est, Ah non, tu peux pas parce qu'il y a en fait, tu sais, Bitcoin, c'est un peu comme les c'est une technologie qui est très particulière parce que le en fait, le 1er, en fait, le premier rafle la mise. C'est-à-dire que toi, Bitcoin a été le premier arrivé sur le marché. Il a tout raflé parce qu'il a un peu cette immaculée conception et ce qui fait que Bitcoin, en fait, il ne pourra y en avoir qu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul protocole qui peut émerger de manière aussi décentralisée que Bitcoin, qui a passé des semaines, des mois, des années à progressivement, tu sais, en monter en sécurité à chaque fois qu'il montait en puissance de calcul et ça, aujourd'hui, tu voudrais relancer un Bitcoin véritablement avec le même ethos, c'est-à-dire sans ICO, sans insider, sans fondation et cetera, qui vient de entre guillemets «de nulle part», bah, en final, tu pourras pas le faire parce qu'aujourd'hui, tu peux largement attaquer le réseau, et ce qui fait que voilà, Bitcoin, tu peux pas reproduire un Bitcoin aujourd'hui, ça se verrait trop vite et ça se ferait il y a pas que le côté vie privée, il y a aussi le côté, sécurité du réseau, décentralisation. ouais et une chose aussi, moi, je voulais dire par rapport à ce que tu as dit sur le ledger qui est totalement public, hein, sur Bitcoin ou livre de compte. Donc c'est-à-dire quand on parle de ledger sur Bitcoin, hein, c'est tout simplement l'ensemble des transactions depuis 2009, qui sont enregistrées, les UTXO en fait, tout simplement qui sont dépensés. Ça a un intérêt. Franchement, si jamais tu prends un peu de recul, si tu imagines, par exemple, un monde hyper bitcoinisé, donc avec une économie qui tournerait sur Bitcoin, avec un système monétaire totalement refondu, un système bancaire qui l'est lui aussi totalement, et ben là, tu comprends, en fait, tout l'intérêt d'un livre de compte, d'un ledger qui est ouvert, parce que tu peux comme ça vérifier les réserves de telle banque. Tu peux vérifier justement que la transaction, ici, elle est bien passée. Tu peux vérifier que justement, on n'a pas de bitcoin papier qui tourne dans l'économie parce que du coup tout est entre guillemets «ouvert» et on sait que les banques, par exemple, qui déclarent détenir dans leurs réserves tant de bitcoin, bah, justement, elles ont juste à publier leur adresse publique ou autre pour justement qu'on puisse voir si elles disent vrai ou pas, quoi. Donc après, tu as plein de enfin, on pourrait objecter que justement tu peux hypothéquer plusieurs fois ton même bitcoin et cetera pour faire de la réserve fractionnaire, tout ça. Tu as plein de choses comme cela. Mais l'intérêt d'avoir un ledger ouvert, c'est justement de poser une base nécessaire à la refonte totale d'un système monétaire, d'un système bancaire. Et par exemple, tu vois, ceux qui sont fans de Monero, bah, ça typiquement, le simple fait que ce n'est pas présent sur Monero, bah, ça empêchera ad vitam aeternam à Monero de scaler et de passer à l'échelle, bah, de après, c'est pas tellement aussi le souhait des monéristes et de Monero, hein, justement de passer à telle échelle. Eux, ils sont vraiment sur un privacy coin. Mais par exemple, ne Bitcoin ne peut pas faire sans, dans la manière en tout cas dont il a été pensé par Satoshi et en effet, bah, la contrepartie, c'est la fongibilité des bitcoins, où tu pourras discriminer, dire qu'il y a le bon bitcoin, le mauvais bitcoin. Moi, j'y crois pas tellement, c'est-à-dire que plus on va arriver vers un monde qui sera hyper bitcoinisé, plus on va se dire que, bah, non, c'était les défauts de jeunesse et tout, aujourd'hui, un bitcoin égale un bitcoin, il y Enfin, a pas de c'est différence. plutôt le paradigme fiat. C'est la résistance fiat qui, veut en fait justement, justement salir les bitcoins pour en rendre l'usage moins commode. Mais même, on peut imaginer un monde, bi-crypto comme on a eu le bimétallisme or argent où l'argent, bah, jouait un rôle que l'or ne jouait pas avec sa divisibilité en fait, et était un peu la petite monnaie. Même c'était même pas la petite monnaie, c'était ouais la monnaie des paiements finalement ordinaires, parce que l'or en fait bougeait même avant l'or bougeait assez peu finalement. Mais on pourrait avoir un système avec Bitcoin comme, monnaie, ordinaire et une monnaie d'appoint privacy, Monero. On peut imaginer un système où, les paiements pour lesquels on voudrait une prime de privacy, on passerait par Monero, et on aurait un monde finalement avec Bitcoin comme la monnaie, ordinaire, plus ou moins publique et avec une autre crypto qui serait la monnaie privée. Heu, Peut-être que le monde de demain n'est pas forcément un monde où il n'y a que Bitcoin qui joue un rôle monétaire. C'est-à-dire c'est pas parce que Bitcoin est devenu la monnaie, qu'il y a pas, des monnaies d'appoint. Toujours eu des monnaies d'appoint, enfin l'argent, le cuivre,
lorsqu'en fait la monnaie, principale ne jouait pas tous les rôles et j'ai pas l'impression que Bitcoin veuille jouer absolument tous les rôles. On peut imaginer un monde où Bitcoin pourrait coexister avec, un ou plusieurs cryptos, alors pas tous bien sûr, il y a tous les shitcoins n'ont pas vocation à survivre, mais le monde de ce serait un monde pour le coup où le fiat aurait perdu, mais encore une fois, ça reste à voir, parce que là, on est dans la phase de résistance de l'État avec Dacquit, avec MiCA, avec TFR, avec en fait toutes les réglementations européennes et mondiales d'un État en fait qui veut se conserver. On l'avait dit au début, je crois, l'État veut, se conserver et l'État veut prospérer. Il faut vraiment voir l'État comme un organisme qui ne veut pas disparaître et en fait, ça veut dire que quand j'y ai pensé avant qu'on ait cette discussion. On parle d'histoire en fait, j'étudie l'histoire au lycée, au collège, à la faculté. Histoire de quoi? En fait, c'est jamais défini, tu vois? Des fois quand tu parles de par exemple, quand tu fais de l'histoire des sciences, histoire du droit, mais quand tu parles d'histoire, tu ne précises pas. Donc histoire de quoi? Et je me dis, bah, finalement quand je me rappelle le programme, c'est essentiellement l'histoire des États. C'est l'histoire des États dans leur développement, dans leur organisation juridique, les rois, bah, on va dire c'est tel roi qui remplaçait tel roi, bah, c'est l'État. C'est en gros la structure de l'État, les affrontements entre États, les réformes dans l'État. Et donc finalement, tu rends compte que l'histoire humaine, c'est l'histoire de l'État et de l'État qui lutte pour sa vie, pour assimiler d'autres États et donc en fait, est-ce que le monde de demain avec Bitcoin, est-ce que c'est un monde finalement où l'État a disparu et donc c'est un monde finalement d'agents privés, régi par la loi du marché? Et est-ce qu'un monde où l'État serait devenu plus puissant encore, par ses moyens propres de droit, juridiques et matériels, est-ce que ce monde-là, ce monde où l'État est devenu plus puissant, voire omnipotent, c'est un monde où Bitcoin est la monnaie? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que l'augmentation de la puissance de l'État ou des États est compatible avec une bitcoinisation? Et donc un monde où Dacquit finalement a produit ses effets, Ah! Waouh! Bonne question. Ça, tu as 2 scénarios, de toute façon, tu as un peu une croisée des chemins actuellement. Tu as BTC qui est au centre et tu as l'État qui commence en fait à capter, on a l'impression, le danger qu'il peut représenter ou même l'intérêt qu'il pourrait représenter si jamais il met la main dessus. Par contre, après, il y a toujours ce contre-exemple en disant: «Mais oui, si jamais l'État veut, justement faire de Bitcoin son étalon monétaire, mais en fait, il sait pas en fait, il va se tirer une balle dans la tête sans même le savoir parce que du coup, il va lui-même, en fait, limiter sa propre capacité à faire de l'impression monétaire, à s'autofinancer et parce que tu ne peux pas prendre un actif, qui est rare, hein, véritablement rare et penser que ça va bien se passer pour toi si ton seul modèle, de survie, c'est la taxation et l'inflation monétaire, qui est aussi une forme de coût de taxation. Donc tu as un peu les deux choses, je dirais et après, moi, par rapport aussi à ce que tu disais sur l'intérêt par exemple, un nouveau monde émergent où tu aurais BTC avec le fiat qui meurt, est-ce qu'il y aurait une seule ou plusieurs cryptos? Moi, je pense qu'il y en aurait qu'une, en fait, parce que le marché naturellement converge vers un seul et même, intermédiaire d'échange, parce que ça sera l'intermédiaire d'échange qui sera le plus communément accepté, qui permettra, en fait, aux individus de mieux transmettre leur valeur, donc leur énergie, leur temps, dans l'espace et aussi dans le temps, tout simplement et tous les individus, en fait, auront intérêt à converger vers une seule même monnaie qui sera acceptée par tout le monde, plutôt que vers une myriade de monnaies et je pense que Bitcoin, il a en lui, justement, cette capacité à être cette monnaie, tout simplement parce qu'il est suffisamment divisible pour justement ne pas avoir besoin d'une béquille, comme par exemple avait besoin l'étalon or avec l'argent, avec le cuivre, donc dans les systèmes bimétalliques et trimétalliques, que tu évoquais tout à l'heure et Bitcoin, il a cet avantage-là où tu peux avoir la layer one, donc le on-chain, qui peut rester tel quel, mais par contre où tu peux passer à l'échelle avec des solutions en L2, en L3, donc avec, Lightning par exemple, qui permet de fluidifier les transactions et qui permet justement de surmonter une autre problématique que de Bitcoin qui est, bah, la lenteur des transactions avec un bloc toutes les 10 minutes et avec un certain nombre de transactions que tu peux inscrire dans chacun des blocs. Donc, moi, je pense que Bitcoin pourrait se suffire à lui-même. Après la bataille, elle va se jouer entre ceux qui vont respecter l'ethos originel et les tentatives de l'État de s'accaparer Bitcoin ou en tout cas de mettre énormément de freins administratifs dessus, quoi. Genre ouais, les tu inciter, peux tu raison, tu peux en fait, soit tu développes des services de privacy sur Bitcoin, comment dire? Si tu mets une prime sur un surplus de privacy dans des transactions Bitcoin,
il y aura peut-être des services qui vont se développer, donc pas besoin d'une autre crypto, en fait et tu peux, coder sur Bitcoin. Donc tu peux, voilà, sur les différentes layers, mais ça suppose, en fait, de faire évoluer aussi le protocole, donc jusqu'où tu peux le faire évoluer, c'est aussi la pérennité de Bitcoin tel qu'il a été pensé. Qu'est-ce que sera le protocole Bitcoin dans 50 ans, dans 100 ans? Est-ce qu'il ressemblera, au final, c'est ça, parce qu'en fait, Bitcoin est excellent. En fait, le problème dans le notre problème, c'est pas Bitcoin. Notre problème, c'est nous. C'est-à-dire, Satoshi nous a livré quelque chose de pas parfait, j'ai envie de dire, mais d'extrêmement bien conçu. Mais, je vais introduire ce concept un peu pédant de l'entropie et je pense que Bitcoin est exposé à l'entropie et le facteur d'entropie, c'est nous. C'est-à-dire, notre tendance, en fait, à penser qu'on peut, améliorer Bitcoin et à vouloir l'améliorer et notre orgueil, notre hubris, d'être humain. J'ai peur aussi qu'on en vienne à que des gens qui pensent bien faire, en fait, mais c'est comme tous les communismes, tous les socialismes, en fait, ça part d'une bonne intention. Tu veux améliorer l'humanité et en fait, sauf que ta proposition, elle produit l'effet, complètement inverse et qu'en voulant améliorer Bitcoin, bah, en fait, tu le détériores tellement que, il n'est plus à même de jouer son rôle. Il y a ce côté OK, comment améliorer Bitcoin sans toucher au protocole? C'est aussi ça la donc par des services annexes, par des mais en laissant je trouve que laisser le protocole, le plus possible égal à lui-même, c'est aussi une forme de modération, et le succès de Bitcoin restera aussi notre capacité à admettre que en fait, le servons-nous de Bitcoin, laissons le protocole en fait en l'état, Ouais, bah, c'est tout le débat, ça je sais que j'en parlais avec Antoine Poinceau qui est développeur, Bitcoin Core, hein, donc justement qui lui participe à la, tu sais, quand on fait tourner un nœud Bitcoin, on a le choix du logiciel qu'on veut f qu'on fait tourner sur le nœud et tu as le plus grand des logiciels aujourd'hui, c'est Bitcoin Core et Antoine me disait que justement, on en parlait dans le podcast avec lui, c'est qu'actuellement tu as un peu 2 forces du côté développement de Bitcoin. C'est la force qui va tenter, voilà, de toujours mettre en place des améliorations dont d'ailleurs, Antoine est totalement pour, donc c'est bon, tu as plein d'améliorations différentes, que ce soit sur la confidentialité, sur plein de trucs comme ça, voilà et tu as ceux, en fait, qui sont pour l'ossification du réseau. Donc c'est-à-dire, en fait, essayer de figer Bitcoin, dans son état actuel et ne pas y toucher et parmi ceux qui défendent un peu cette vision-là, bah, tu vas avoir ceux qui commencent, en fait, à en accumuler énormément et ce sont surtout les fonds de gestion, les entreprises qui font des beacons Treasury Company et cetera, qui ont plutôt un intérêt à ossifier plutôt qu'à il y a ce faire problème de quoi. qui nomme en fait les développeurs qui sont autorisés à modifier le réseau? Il y a plein de problèmes. Après c'est open source, hein, si tu veux, donc c'est-à-dire que tout le monde peut contribuer au code sur Bitcoin Core. C'est-à-dire ça, c'est un GitHub, hein, donc tu peux justement, toi-même tu peux voir le code, hein, tu peux, proposer toi-même tes solutions. Après elles seront votées, par la communauté, hein, Oui, tout mais est en fait, tu ouvert. as des factions. J'imagine que tu as quand même des groupes avec plus d'influence que les autres, ça devient une forme de terrain d'affrontement un peu politique entre les Ouais, bah, c'est un peu les critiques, hein, qu'il y a ouais, actuellement, hein, de toute façon. C'est qu'en effet, tu as un nombre quand même de développeurs qui sont assez réduits. Tu en as certains qui sont assez connus, d'autres moins. Même si, ça reste ouvert, bah, tu as toujours cette possibilité d'avoir une voilà, des corruptions qui viennent de l'extérieur. Après ça reste quand même des changements qui sont audités et après l'avantage de Bitcoin et c'est ça l'énorme avantage de Bitcoin, c'est que même par exemple si Bitcoin Core venait à être totalement corrompu, bah, en fait, le consensus des réseaux qui pourrait, sanctionner justement Bitcoin Core en justement en installant un autre logiciel que Bitcoin Core ou une autre version que Bitcoin Core sur leur nœud et de facto la version corrompue ou qui ne rassemble pas justement le consensus, du réseau et bah, justement elle est totalement évacuée. et j'ai vu d'ailleurs et je veux bien ton point de vue là-dessus, ton point de vue, autrichien certains voudraient en fait, verrouiller, comme une sorte de burn, les, bitcoins associés à des a aux adresses les plus anciennes. Aux adresses qui sont exposées, hein, au risque, je sais plus c'était, Quantique et tout, hein. oui, qu'on avait parlé en intervenant au Bitcoin Wealth Summit, un expert du sujet qui avait exposé en fait, il y a différents types d'adresses, et les adresses les plus anciennes sont exposées justement au risque quantique et il y en a et j'ai vu que certains proposaient en fait de verrouiller ces adresses, donc inactives et moi j'ai mon point de vue, c'est qu'en fait, bah, là, en fait, c'est une atteinte à la propriété privée puisque c'est des gens qui décident
bah, en fait, de détruire des biens qui, ne leur appartiennent pas, qui parce que même si on ne sait pas à qui ils appartiennent, de fait, ils appartiennent à quelqu'un. Ça peut être le propriétaire qui s'est jamais révélé, mais qui est encore là, ses héritiers, mais de facto, en fait, sous couvert de vouloir limiter l'offre qui peut affluer sur le marché, donc mmh, protéger le prix finalement de Bitcoin plutôt que la propriété. Moi ça, je suis un peu mitigé là-dessus parce que je me dis: «Bah, la propriété privée même d'un bitcoiner en fait, c'est le réseau, c'est même l'ensemble du réseau n'a pas à décider pour, ce qui appartient en propriété privée à quelqu'un». Il y a une forme de reproduction finalement des comportements, bah, on exproprie les quelqu'un pour le bien public, pour le bien du réseau. Moi, ça me rappelle l'État quand même, ce mode de pensée, d'intérêt général. Et qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est une très bonne question parce que tu pourrais, en fait, tout simplement dire le contraire. C'est-à-dire que si jamais tu laisses, les une attaque quantique, craquer les premières adresses bitcoin, bah, là aussi, sur le comment dire? Et si tu ne fais rien, bah, tu es aussi sur une violation de du droit enfin, du droit de propriété, quoi. Donc toi, tu pourrais prendre, Parce que des voleurs de bitcoin iraient voler les propriétaires. ouais, On c'est dit ça, ouais. oui, mais sauf que dans ce cas de figure, ça veut dire que c'est pas parce que le vol existe, est possible, que tu dois finalement, l'État doit aller finalement voler à la place des voleurs. Moi, j'ai dit plutôt que c'est aux propriétaires de bitcoin de prendre leurs responsabilités, selon la liberté individuelle. Et c'est au marché, au réseau d'admettre ce risque et comment dire? De l'introduire dans le prix et dans leurs évaluations. Je trouve que cette mesure finalement, le réseau se substitue un peu à l'État. Ouais, moi ça m'inquiète pas tellement dans le sens où en fait, pour plusieurs choses. Déjà d'une, faut, pour un peu mitiger, c'est sur la menace quantique, donc ça c'est encore un sujet qui fait énormément parler chez les bitcoiners. Mais si tu veux, grosso modo, même si on arrivait vers ça, il y aurait uniquement les adresses ou l'adresse, enfin les, je veux dire les wallets ou les adresses publiques De l'ère ont été Satoshi. où les adresses publiques ont été révélées, qui sont en danger. Donc en effet, ce genre de wallet serait en danger. Par contre, si tu es un gars qui a créé, ton wallet en 2010-2011 et que tu as, je sais pas moi, 2000, 3000 bitcoins dessus, mais que l'adresse publique n'a jamais été révélée, en fait, tu t'en bats les couilles, quoi. Parce qu'à partir du moment où c'est pas révélé, c'est incraquable par les quantiques, même si ce sont des anciennes adresses. Et après, si jamais moi je suis absolument contre, protéger ces wallets-là, dans le sens où en fait, ces bitcoins sont remis en circulation, ça n'aura aucune incidence en fait sur, enfin sur le long terme, hein, je parle. Tu auras des incidences de court terme et de moyen terme avec des chutes de prix en effet, enfin parce que le marché va paniquer, machin, machin, mais au final, même si tu remets en circulation des millions de bitcoins, parce qu'on estime qu'il y a à peu près 4 à 5 millions de bitcoins qui sont perdus justement de ces périodes-là sur des wallets, du genre. Et si les wallets, dont les clés publiques sont accessibles, se font craquer, donc là on serait sur quelques centaines de milliers de bitcoins, hein, pas sur des millions à mon avis. Bah, c'est pas tellement grave en fait parce que ça change absolument rien aux fondamentaux de Bitcoin. C'est-à-dire toujours que tu as 21 000 000, toujours 21 millions, c'est juste que tu auras des centaines de milliers de bitcoins qui seront remis en circulation. Donc il faudra un certain temps pour que le marché puisse absorber la nouvelle offre en fait qui va arriver massivement. Donc tu auras forcément des baisses de prix assez massives, mais ça sera temporaire, quoi. mais ça, plus bitcoin devient une monnaie, moins ça d'incidence. Parce qu'au final, c'est comme si aujourd'hui l'euro, même si tu voles des millions, voire des milliards d'euros, ça fait pas baisser le prix enfin la valeur de l'euro. Donc Mmh. plus bitcoin est liquide, plus bitcoin est utilisé comme monnaie finalement, moins l'incidence du risque quantique, tu as raison, se fait sentir. Mais moi finalement, c'était cette idée de fait que quand les développeurs commencent à débattre qu'est-ce qu'on fait de ces wallets-là? J'ai l'impression que dans la discussion, l'aspect de propriété privée, donc de philosophie, de droit, en fait, est un peu mis de côté. Alors que pour moi, bah, le point de départ de bitcoin, c'est, le respect de la propriété privée, c'est, une monnaie hors du contrôle finalement. Hors du contrôle d'un individu ou d'un groupe d'individus. Et j'ai l'impression que, bah, les développeurs sont inclus dedans. C'est-à-dire que les développeurs sont pas là pour, en fait, modifier les règles de propriété, de la monnaie bitcoin. Et c'est ça que je vois en fait, mais en fait, le protocole, il contient aussi ses règles. Donc quand tu changes le protocole, tu peux aussi avoir une incidence sur ces règles de propriété. Et en fait, parce que les aspects techniques du protocole et les aspects juridiques sont, en fait, ils sont un. Il y a pas de distinction. Ça dépend de ce que tu modifies et de comment tu le modifies.
Et moi, mon opinion en tant que juriste, c'est pourquoi j'aime Bitcoin. C'est parce que comme tu dis, c'est la propriété souveraine, c'est la propriété individuelle, qui t'appartient, que tu peux contrôler, ouais, tu peux avoir dans la tête et sécuriser. Mais si finalement dans au niveau du protocole, tes bitcoins sur ton adresse sont brouillés, que tu peux plus en disposer, tu peux plus en disposer, tu portes atteinte au droit de propriété dans sa composante la plus fondamentale, hein, le droit de disposer de tes biens. Il y a ce côté, moi, c'est même pas en tant que libéral ou c'est juste en tant pour le coup, de ce que c'est que le droit de propriété et je pense qu'il doit être défendu aussi au niveau du protocole. Il y a ce qui revient de la technique, il y a ce qui revient de qu'est-ce qui protège le droit de propriété et tu peux pas avoir de société, prospère sans le droit de propriété et si Bitcoin devient la monnaie, le droit de propriété sur la monnaie sera le droit de propriété le plus important, et bon après ce que tu me dis, ça me rassure quand même et je suis d'accord avec toi que de toute façon, en fait, laissons faire puisque de toute façon, cet afflux de Bitcoin sur le long terme, il est insignifiant. Si les gens sont volés, c'était à eux de prendre leurs précautions, hein. S'ils sont morts, est-ce que, imagine, c'est comme s'il y avait un coffre qu'un gars avait enterré, avec de l'or, le gars est mort. Est-ce que, il y a des gars qui sont allés dire: «On doit détruire ce coffre»? Non, si quelqu'un le trouve, écoute, si quelqu'un trouve, un coffre qui a été enterré comme un trésor, écoute, il le prend et puis il le réintroduit et puis le marché l'absorbe. Mais l'idée de vouloir, comment dire? Trafiquer les règles du marché, ça me paraît totalement, contraire aux principes philosophiques de Bitcoin. Je t'entends plus. Ah, le micro était coupé, autant pour moi. Non, comme je disais, de toute façon, c'est le marché qui décidera et sur Bitcoin, c'est le marché, il est représenté un peu par le consensus des nœuds, hein. Avec ton nœud, tu votes, hein. C'est-à-dire si Bitcoin Core fait de la merde, du coup, tu installes pas Bitcoin Core. Et ainsi de suite. Après, tu peux aller vers Notes, tu peux aller vers d'autres logiciels et comme ça, en fait, le marché, de toute façon, aura raison dans le sens où, en fait, quand tu as un nœud chez toi, quand tu as du bitcoin, quand tu mines du bitcoin et tout, tu as tout intérêt déjà à avoir un nœud et à voter et tu as tout intérêt, en fait, à préserver cet actif-là, donc à préserver les règles qui font que ça marche, donc les règles, la rareté, absolue, de des halvings, des blocs toutes les 10 minutes, de la date, des blocs, donc tu as tout intérêt, en fait, à conserver ça et plus, Bitcoin avance dans le temps, plus les individus, en fait, comprennent l'importance de ces règles-là et je pense que la Block Size War qu'on a eu en 2017 a beaucoup contribué à ça, justement à faire prendre conscience aux individus, enfin, en tout cas, ceux qui sont sur Bitcoin, que justement là, ce qu'on pense être archaïque chez Bitcoin, en fait, c'est sa force et sa force, c'est dans sa simplicité et dans ses règles qui sont un peu immuables, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter là-dessus. De toute façon, là, on va arriver à bientôt 1 heure et demie de live. Pas de ça On avait dit, hein. ouais, à stopper. Juste avant, justement qu'on arrête, je vais te redonner la parole une dernière fois, Pierre, pour justement, que tu nous résumes parce qu'on a fait une émission sur Duck8. Si tu pouvais rapidement nous résumer en 2 minutes top chrono ce qu'est Duck8, et nous dire aussi où est-ce que les gens peuvent te retrouver, sur internet. OK. DAC8, c'est une directive européenne qui est inspirée de travaux de l'OCDE au niveau mondial. DAC8, c'est au niveau européen et c'est transposé normalement par les États membres. La France a transposé en 2025. C'est entré en vigueur en 2026. Ça oblige les prestataires de services sur cryptoactifs à déclarer tout un nombre de transactions comme les ventes, les échanges, les retraits et les entrées, à les qualifier et à faire remonter tout ça par base agrégée au fisc. Donc tant de bitcoin achetés, tant de bitcoin vendus, tant d'Ether achetés, tant d'Ether vendus, tant de bitcoin retirés, tant de bitcoin, mis depuis un wallet sur ton prestataire. Le prestataire doit faire remonter, il n'a pas le choix, il fait remonter automatiquement, hein. Il n'a pas à être mis en demeure, il fait tout remonter chaque année. Donc en 2026, il agrège et en 2027, il déclarera tout ce qu'il a agrégé en 2026, sous couvert de diverses sanctions. Toi, en tant qu'utilisateur, tu es exposé à ce transfert d'informations par base agrégée. Donc le fisc saura, tout ce que tu as, toutes les opérations que tu as faites sur, l'année, sur tel prestataire. Le fisc en aura une vue finalement, brute et donc pourra potentiellement, voir que tu as mal déclaré quelque chose ou que tu n'as pas déclaré quelque chose. Il ne saura pas ce que tu dois exactement, mais il aura, l'indice suffisant pour déclarer, enclencher un contrôle s'il se dit qu'il y a un bon client. DAC8 augmente significativement le risque de contrôles fiscaux. C'est un point d'alerte important.
Alors comment faire pour s'en sortir? Alors soit on régularise si on a fait des opérations sur le long terme et qu'on est très exposé, soit on arrête finalement de recourir aux prestataires de services et on trouve des moyens alternatifs tels que le pair à pair pour, voilà, pour échanger des cryptoactifs contre d'autres cryptos ou contre du fiat, puisque le pair à pair n'est absolument pas interdit par la loi, je le rappelle. Alors où est-ce que vous pouvez me trouver? Sur LinkedIn. J'ai une page LinkedIn où en fait je poste tous mes articles, tous mes liens, vers mes articles juridiques et pages juridiques sur les cryptos. J'ai aussi un Patreon pour les juristes. Pour le coup, c'est vraiment pour les avocats, les notaires, sur les cryptoactifs où je poste des articles spécialisés. Moi, j'écris aussi dans des revues juridiques, mais pour me suivre, dans mon travail de vulgarisation, c'est sur LinkedIn, sur ma page Pierre Fini. OK, très bien, oui. Là, je poste le lien sur le live, comme ça, ceux qui sont là peuvent aller voir directement la page de Pierre. Bah, moi, en tout cas, Pierre, là, on va arriver à la fin, 1 heure et demie pile poil presque. C'est un Oui. plaisir. C'est Oui, un il me plaisir restait avec ouais, il va me rester à te remercier, beaucoup parce que c'est vrai que moi, tu vois, Dac8, j'en avais entendu parler, je t'avais suivi justement, fin 2025 à Bordeaux, lors de ta conférence où tu avais très bien expliqué déjà la directive et j'avais envie de me remettre à jour, tu vois, en 2026 sur ce qu'est DAC8 parce qu'on en a beaucoup parlé fin 2025, début 2026, donc là, on arrive en mars. C'est toujours bien de remettre une petite couche pour que les gens comprennent un peu, la saloperie que c'est ce On truc-là. n'a pas tout dit, hein. Il y a des questions on n'a pas abordées, par exemple, les poules de minage. J'en avais parlé avec d'autres, qu'on avait rencontrés au Bitcoin World Summit. En fait, il y a des questions où il y a pas encore vraiment de réponse, hein. Les réponses viendront dans les années qui viennent avec le bullfip, les la jurisprudence s'il y en a. Ce que je dis aujourd'hui, c'est vraiment les bases, hein. Il y a des questions très pointues Oui, où là, il faut vraiment faire une analyse. ouais. Oui, c'est vrai que la question du minage, en effet, si tu mines du bitcoin et que tu déclares ou tu déclares pas? Bah, en fait, ça dépend. Est-ce que si tu as un pool de minage, ça dépend en fait de la manière dont le pool en fait te remet tes récompenses. Il y a des petites utilités. Tu regardes les travaux préparatoires, les administrations qui sont pas d'accord entre elles. Phase de flou, il va y avoir une phase de flou sur certaines opérations. Mmh. Mais c'est comme on avait parlé sur les services de conservation des clés, de restauration des clés, à l'époque, est-ce que c'était dans Mica, pas dans il y a Ouais. plein de petites questions comme ça en fait, où la réponse viendra dans les années à venir. Je les ai pas encore, maintenant, mais on les aura plus tard. OK, bah, wait and see. Ah, comme disaient les Anglais. Bon, bah, écoute, en tout cas, encore une fois, merci à toi, Pierre. Je mettrai le lien de ta page LinkedIn en description de la vidéo sur YouTube. Comme ça, les gens pourront directement Ouais, aller. et le live sera en ligne, immédiatement ou il y a un délai? Alors, le live sera en ligne immédiatement et après, du coup, je vais retélécharger la vidéo, plus tard sur YouTube, parce que, tout simplement parce qu'il y a une meilleure vidéo, une meilleure qualité son et une meilleure un meilleur référencement, en fait, sur YouTube en faisant ça. Donc là, il sera disponible ce soir, mais je pense que d'ici, j'espère mardi, mercredi, jeudi, ça la belle version sera en ligne. Voilà, Super. Bah, merci beaucoup Ulrich pour l'invitation. pas de souci. Je te dis à plus, hein. Ça marche. Ciao, merci encore. À plus.